Le journal de la mi-journée sur RTI 1. Madame, monsieur, bonjour. Tout de suite les titres sommaires de cette édition. La communauté musulmane ivoirienne célèbre ce mercredi la fête de Ramadan ou l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du jeûne musulman après l'observation du croissant lunaire dans plusieurs localités du pays. La prière officielle a été dite dans la grande mosquée de la Riviera Golfe en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Et à la présidence de la République, le chef de l'État s'est entretenu successivement hier avec l'ambassadeur de la République centrafricaine en Côte d'Ivoire et le président de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. Les comptes rendus des audiences dans ce journal. Nous verrons également l'escalade de la violence qui se poursuit entre Israël et la Palestine. Plus de 1000 roquettes ont été tirées vers Israël. Des frappes continuent sur la bande de Gaza, font au moins 35 morts, dont une dizaine d'enfants. La situation fait craindre l'ONU et la communauté internationale appelle à la désescalade. Bienvenue dans ce 13h. La rupture du jeûne du Ramadan est célébrée ce mercredi 12 mai en Côte d'Ivoire. L'Aïd el-Fitr ou Aïd el-Séguir marque la fin de l'observation par les musulmans du mois de Ramadan, quatrième pilier de l'islam. Période de recueillement et de partage, cette fête est essentiellement marquée par la prière de l'Aïd, prière à laquelle a participé le chef de l'État en la grande mosquée de la Riviera Golfe à Boussanogo. Grande mosquée de la Riviera Golfe dans la commune de Cocody. C'est vêtu dans leurs plus beaux ensembles que les fidèles musulmans se sont rendus en ce jour de fête de la rupture du jeûne dans l'enceinte de la dite mosquée pour la prière de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois du Ramadan. Prière à laquelle a pris part le président de la République Alassane Ouattara. 2 rakats dirigés par l'imam El Hadj Bachir Ouattara ont sanctionné cette célébration. La fête de la rupture du jeûne est, selon l'imam Bachir Ouattara, un jour de reconnaissance et de remerciement envers Allah. Nous sommes reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'accomplir le 4e pilier de l'islam qui est le jeûne. Cette reconnaissance, nous la manifestons par les invocations et zikr. Cette fête est l'occasion pour nous de renforcer les liens de paternité, de renforcer les liens de parenté et de manifester la tolérance et le pardon envers ceux qui nous ont offensés. Nous notons avec satisfaction et espoir un véritable apaisement du climat politique, facteur de consolidation de la paix et de la cohésion sociale, élément majeur propice à un développement harmonieux pour les habitants de notre chère Côte d'Ivoire. Nous sommes animés par un sentiment de satisfaction, puisque les élections législatives qui se sont déroulées dans un climat de paix en mars 2021 ont vu la participation des partis politiques de l'opposition. J'exhorte tous les acteurs politiques, de façon solennelle, à privilégier l'intérêt supérieur de la nation et à œuvrer en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse la Côte d'Ivoire et son vaillant peuple, et qu'il assiste ses autorités, avec à leur tête son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, dans leurs efforts en vue de réconcilier les Ivoiriens et de leur faire profiter des fruits de la croissance que connaît la Côte d'Ivoire en continu depuis 10 ans. Le président de la République Alassane Ouattara a pour sa part invité l'ensemble des Ivoiriens à la tolérance, à la paix et à la cohésion. Je voudrais remercier notre frère l'imam Bachir pour ses prières, pour les bénédictions et les paroles qu'il a prononcées concernant la situation de notre pays, une situation apaisée. Le mois de Ramadan nous a permis non seulement de jeûner, mais de faire des prières, de demander pardon à Allah pour tout ce que nous aurions pu faire de mal. Et je voudrais lui dire que ces paroles apaisantes sont destinées à toute la communauté ivoirienne
à tous les habitants de Côte d'Ivoire. Nous souhaitons tous que ce climat de paix se consolide davantage, que la concorde nous anime et que le cœur de tous soit allégé et que le pardon soit la chose essentielle pour nous permettre de nous retrouver en tant que frères et sœurs et penser uniquement à notre beau pays, la Côte d'Ivoire, qui est en progrès. Et je voudrais remercier l'imam Bachir pour toutes ses prières et lui dire que nous suivrons totalement tout ce qu'il a prodigué comme conseil et nous souhaitons qu'il en soit de même pour tous ceux qui sont présents et tous ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. La Côte d'Ivoire a besoin de paix pour avancer. La Côte d'Ivoire a besoin de fraternité et les Ivoiriens ont besoin d'amour entre les uns et les autres. Bonne fête à chacune et à chacun de vous. La communauté musulmane a bénéficié du soutien des autres confessions religieuses. La fête de l'Aïd el-Fitr est appelée aussi la petite fête. Elle marque la fin des privations et elle peut durer 2 à 3 jours. Et après la prière collective, selon la coutume, il faut se souhaiter Aïd Moubarak Saïd, la formule traditionnelle pour dire bonne fête de Ramadan. Et parlant de vœux, le président du COSIM a ce matin formulé des vœux à l'endroit de la communauté musulmane et de la Côte d'Ivoire. Pargasso Reconnaît rapporte son message. 29 jours de mois de jeûne, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire a célébré ce mercredi 12 mai 1442 Hégire la fête de l'Aïd el-Fitr ou la fête de Ramadan. À cette occasion, le tout nouveau président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques à COSIM, guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, a présenté ses vœux à l'ensemble des fidèles qu'il a exhortés à préserver les acquis du mois de Ramadan. Il est impérieux de nous rappeler que la fin du mois béni ne veut dire en aucun cas que la période des bonnes actions et des actes de dévotion est terminée. Bien au contraire, nous devons profiter de cette source spirituelle que fut le Ramadan pour pérenniser cette tradition qui nous guide vers le bien et vers la piété et nous éloigne de la tentation du péché. Le président du COSIM n'a pas manqué d'inviter la communauté musulmane dans son ensemble à respecter les mesures barrières pour lutter contre la Covid-19. Tant que cette épidémie sévit, nous n'aurons de cesse d'appeler à une constante vigilance et de réitérer notre soutien aux mesures prises par l'État de Côte d'Ivoire pour lutter contre la Covid-19. Au cours de son message, Cheikh Aïma Ousmane Diakité a rendu hommage à ses prédécesseurs et a demandé de prier pour le repos de leur âme, mais aussi prier pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Et l'ensemble de la communauté musulmane est donc exhorté à garder les acquis du mois de Ramadan, une prescription relayée par les guides religieux dans les mosquées sur tout le territoire ivoirien. Je vous invite à faire un petit tour des mosquées avec nos reporters. Jour de l'Aïd el-Fitr à Korogo. Comme l'exige la tradition, les fidèles musulmans ont pris d'assaut mosquées et autres lieux de culte en ce jour de la fête marquant la fin du Ramadan pour traduire leur reconnaissance à Allah pour toute sa miséricorde en leur faveur. Ici, à la grande mosquée de Korogo, au quartier Koko, tous les fidèles effectuent sous la direction de l'imam Gaussou Sissé les 2 rakats aux unités de prière de l'Aïd el-Fitr recommandées pour la circonstance. Puis, le sermon de l'imam. Il invite les croyants à préserver les acquis spirituels du Ramadan et à éviter les rumeurs. La fin du Ramadan ne doit pas être la fin de notre piété. Tout ce que nous avons pu observer pendant le Ramadan, nous devrons les améliorer encore et encore pour que Dieu puisse nous faire miséricorde. Pour les fidèles musulmans, l'Aïd el-Fitr est également un moment d'introspection. Saisissant l'occasion, le préfet de région André Ekonon a invité les fidèles à respecter les mesures barrières contre la Covid-19 et à aller se faire vacciner. Après l'Aïd el-Fitr, ce sera l'Aïd el-Kébir ou la Tabaski, la fête la plus importante de l'islam qui sera célébrée dans 70 jours.
El Hadj Badiawari Touré, le grand imam de Bouaké, lance la prière de l'Aïd el-Fitr. Après un mois de jeûne, la communauté musulmane de Bouaké célèbre la fin du Ramadan. 2 rakats consacrés et place au sermon. Paix, cohésion sociale, piété, civisme, tout y passe pour inviter la communauté musulmane à contribuer à la construction d'une nation forte. Les autorités de la ville vont dans le même sens. La prière finie, place à la fête. Famille, amis, repas. Il faudra bien reprendre des forces et renouer avec certaines habitudes après un mois de privation. À Bingerville, les fidèles musulmans de la grande mosquée se sont donné rendez-vous à l'école primaire Balgba en ce jour férié, jour qui marque la fin du jeûne et le début du mois du Hajj. Dans son sermon, l'imam Fofana Sofiane est revenu sur l'importance du Ramadan. Le message est clair et les fidèles musulmans prennent l'engagement de le relayer. À Angré, le décor est pareil. Les fidèles musulmans de la mosquée Nour al-Haq ont célébré l'événement comme la tradition l'exige. Dans son message, l'imam Hussein Souboro a appelé à la paix et à la cohésion sociale. Chers sœurs, en islam, Allah nous dit de nous aimer. Il faut que, pour que nous puissions nous entraider, il faut que nous nous aimions. Mais si nous ne nous aimons pas, nous n'allons pas pouvoir nous entraider. Lui emboîtant le pas, les fidèles musulmans de cette mosquée se disent prêts à œuvrer pour la paix. Prière importante pour toute la communauté musulmane en cette période. Et pour la 2e année consécutive, la fête du Ramadan se tient en pleine crise sanitaire. La vigilance doit donc rester de mise. La fête de l'Aïd el-Fitr est aussi l'occasion pour les fidèles musulmans de faire preuve de générosité envers les nécessiteux. À Bouaké, 200 veuves et des démunis ont reçu des vivres de l'ONG turque Aide Kadersogodogo. L'association ISAN pour le développement et l'éducation, en abrégé AIDE, une ONG turque, offre à 200 veuves de Bouaké des kits alimentaires composés de riz, d'huile et de dattes. Il s'agit de permettre à des veuves d'avoir un repas le jour de l'Aïd el-Fitr ou fête du Ramadan. Un don salué par les autorités de Bouaké et les bénéficiaires. Dis à tout ce que vous faites pour les faibles et les tout petits, vous le faites pour moi. Car je suis le mari des veuves et le père des orphelins. En dehors des dons, si on peut travailler sur des activités génératrices de revenus pour permettre à ces femmes-là de se prendre en charge, ça va être la meilleure solution. L'ONG Oukademe, elle, a pensé aux démunis. Des vivres, des nattes et des bouilloires sont acheminés vers la mosquée principale de Bouaké et sont réceptionnés par le grand imam. C'est pour véritablement permettre au Cheikh Aïma de mettre des vivres à la disposition des musulmans. Du riz pour que les musulmans puissent fêter en toute quiétude. Et le geste est le même. Dans la commune d'Atekoubé, une centaine de familles vulnérables pourront fêter dignement cette fête de l'Aïd el-Fitr. Grâce à une œuvre de solidarité, la Fondation Djigui leur a fait don de vivres d'une valeur de 2 millions de francs CFA. On voit cela avec Jean-Marc Djadji. Centre social d'Atekoubé. Plus de 100 familles issues de couches vulnérables reçoivent des vivres d'une valeur de 2 millions de francs CFA. Ces dons sont composés de riz, d'huile, de sucre, de dattes et de pâtes alimentaires. Une initiative de la Fondation Djigui qui milite depuis 10 ans en faveur des familles démunies. Il s'agit donc d'apporter aux orphelins, leurs familles, hommes et femmes, ces vivres que vous voyez. Nous faisons ce geste pour que la fête soit aussi leur fête. Et à cette occasion aussi, nous venons avec des cadeaux, avec des vivres, afin que les enfants puissent, avec bonheur, faire la fête avec tout le monde. Action soutenue par des partenaires. Cette action sociale, menée par la Fondation Djigui, est à sa 10e édition depuis sa création en 2001. La représentation du royaume chérifien du Maroc apporte aussi son soutien aux nécessiteux. Plusieurs familles musulmanes, marocaines et ivoiriennes ont ainsi reçu des vivres, des dons pour célébrer convenablement la fête de Ramadan. C'est ce que nous dit Éric Goret.
Ce don en vivre destiné aux musulmans marocains et ivoiriens est de l'ambassade du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire. Ce don leur permettra de célébrer la fête de Ramadan dans de meilleures conditions après un mois de pénitence. Nous sommes toujours au service de nos compatriotes, mais aujourd'hui c'était l'occasion de permettre à un certain nombre de familles de passer la fête dans de meilleures conditions. Nous avons aussi des frères et sœurs ivoiriens qui sont amis de la communauté marocaine qui aujourd'hui aussi ont bénéficié. Ça aussi c'est une autre façon de souligner la fraternité qui existe entre nos deux peuples. C'est une tradition pour la communauté musulmane marocaine vivant en Côte d'Ivoire de poser ce genre d'action en associant la communauté musulmane ivoirienne chaque année, histoire de rapprocher les deux peuples. Nous sommes très contents. Je remercie aussi son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Aussi, grâce à Sa Majesté le Roi Mohamed VI, je pense que la coopération Sud-Sud est en marche. C'est avec joie que les bénéficiaires ont reçu leur kit alimentaire. Je remercie le Royaume du Maroc de m'avoir donné ce don pour pouvoir fêter avec la famille. Je viens de recevoir le don de l'ambassade du Maroc en Côte d'Ivoire et ça va nous permettre de bien fêter. Ce don en vivre est composé de riz, de lait, d'huile, de beurre et accompagné d'un appui financier. Et voilà, des actions sociales qui cadrent bien avec la Zakat El-Fitr, une aumône pour les pauvres, dont chaque foyer musulman doit s'acquitter cette journée. À présent, ce communiqué du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale qui porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2001-371 déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le jeudi 13 mai 2021, jour de l'Ascension, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national et pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite Convention, le jour de l'Ascension est déclaré jour férié, chômé et payé. À présent, les audiences du chef de l'État au palais de la présidence de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu hier avec le président de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. La coopération entre la Côte d'Ivoire et la BIDC était à l'ordre du jour. La rencontre a permis de faire le point du niveau d'exécution des 12 projets financés par cette banque dans notre pays. Jérôme Kofi Abola. La Côte d'Ivoire, un marché de premier choix pour la BIDC, Banque d'investissement et de développement. C'est le président de cette institution, Georges Donkor, qui le dit. Déclaration qu'il a faite après sa rencontre avec le président de la République, Alassane Ouattara, ce mardi au palais présidentiel. We are here this morning, first and foremost, to extend our... L'audience qu'on a eue avec le président de la République, pour exprimer donc notre gratitude au gouvernement ivoirien pour tout le support et pour tout l'appui qui est donné à la banque. On a aujourd'hui 12 projets en cours d'exécution en Côte d'Ivoire pour un montant total d'environ 100,7 milliards de francs CFA et nous nous assurons de faciliter donc les décaissements pour la réalisation physique de ces projets. Avec le dynamisme qu'a l'économie ivoirienne, nous pensons que la Côte d'Ivoire reste un marché de premier choix pour la banque. Le plan stratégique 2021-2025 en cours d'élaboration nous indique que 3 piliers ont été considérés dans ce plan-là, notamment l'industrie et la digitalisation de l'économie, le développement humain et aussi donc, ces piliers-là sont en concorde avec dans les priorités de la banque, les priorités stratégiques de la banque. Et c'est pour cela encore que nous sommes là ce matin pour renforcer donc cette coopération et pour permettre à la banque de continuer ses investissements en vue donc de réaliser les objectifs du plan stratégique en cours d'élaboration par la Côte d'Ivoire. La Banque d'investissement et de développement, BIDC, a été créée en 1975. Elle a pour vocation de financer le développement des pays membres de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et cette autre audience au palais présidentiel accordée à l'ambassadeur de la République centrafricaine en Côte d'Ivoire. La diplomate en fin de mission a fait ses adieux au chef de l'État. Les deux personnalités ont aussi évoqué le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la République centrafricaine. Le compte-rendu de Jérôme Kofi Abola.
Honorine Lydie Magba ce mardi devant le président de la République, Alassane Ouattara. Les échanges entre les deux personnalités se sont déroulés au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Ambassadeur de la République centrafricaine, Honorine Lydie Magba a indiqué être venu rencontrer le chef de l'État ivoirien pour l'informer de la fin de sa mission sur le sol ivoirien. Ma mission s'achève en République de Côte d'Ivoire. Je garde un très bon souvenir. Je tiens vraiment à remercier sincèrement Son Excellence le Président Alassane Ouattara, son admirable épouse Madame Dominique Ouattara et toute la Côte d'Ivoire pour l'accueil qui m'a été réservé dès mon arrivée en Côte d'Ivoire. Ma mission ici a été une très belle expérience dans ma carrière de diplomate et je compte mettre en place ce que j'ai appris ici en Côte d'Ivoire pour l'intérêt de la République centrafricaine. Et je maintiens que la Côte d'Ivoire est un exemple de sortie de crise pour la République centrafricaine. Et je pense que vous savez tous que nous, les diplomates, nous sommes comme des militaires. On est détachés à tout moment, on nous rappelle à tout moment. En Côte d'Ivoire, je me suis fait une famille, des amis, et je garde des très bons souvenirs de tout le monde. La diplomate centrafricaine a par ailleurs fait savoir qu'elle doit le succès de sa mission à l'hospitalité légendaire des autorités et populations ivoiriennes, tout en se félicitant des relations exemplaires entre la Côte d'Ivoire et la Centrafrique. La Côte d'Ivoire collabore aussi bien avec ses voisins. L'exemple avec la coopération ivoiro-burkinabé, elle se manifeste dans plusieurs domaines de la vie des deux États. Sur le plan sécuritaire, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans la région, le ministre ivoirien de la Défense s'est entretenu avec le chef de l'État burkinabé. La mutualisation des efforts est souhaitée par les deux parties pour la sécurité des frontières. Abou Sanogo. Ouagadougou, capitale du Faso. Le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, en visite d'amitié et de travail, reçu par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Le ministre ivoirien était porteur d'un message du président de la République Alassane Ouattara. Les échanges entre l'émissaire du président ivoirien et le chef d'État burkinabé ont porté sur des questions de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, notamment sur la lutte contre le terrorisme dans la sous-région. Nous pensons que la lutte contre le terrorisme ne peut être menée par un seul État. Il faut donc mutualiser les efforts, se tenir informés, essayer de mettre ensemble nos moyens pour lutter efficacement contre ce fléau. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire intéresse le Burkina Faso. Bien entendu, ce qui se passe au Burkina intéresse au plus haut niveau la Côte d'Ivoire. C'est deux pays qui ont des destins liés. Et pour ce faire, nous devons nous mettre ensemble pour essayer de faire en sorte que nos populations puissent vivre en paix et en sécurité. Présent à cette audience, le ministre burkinabé de la Défense, Moumina Chérif Sy, qui a insisté pour une mutualisation des moyens pour endiguer le fléau du terrorisme qui menace leurs deux pays. Depuis quelques années, nous avons des difficultés au niveau de nos deux frontières du fait de tentatives d'infiltration des groupes armés terroristes qui essaient de s'infiltrer. Dernièrement, vous avez vu même quelques coups en territoire ivoirien sur la frontière. Nous avons eu à mener ensemble un certain nombre d'opérations pour faire reculer cette adversité-là. Après le Faso, le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, se rendra au Mali. Et la lutte contre la corruption dans l'environnement des business bénéficie du soutien de l'Allemagne par la coopération avec la Côte d'Ivoire. La République fédérale d'Allemagne souhaite collaborer pour la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. L'agence allemande, par la coopération internationale, a ainsi apporté un financement de 5,24 milliards de francs CFA pour l'exécution d'un projet dénommé Promotion de la bonne gouvernance pour l'investissement et l'emploi. En Côte d'Ivoire, le programme couvre la période 2020-2024.
La vidéo-verbalisation fait désormais partie du système de sécurité routière. C'est une première en Côte d'Ivoire. Des membres du gouvernement ont hier visité le centre de gestion intégré depuis lequel est piloté ce dispositif mis en place pour sanctionner les infractions des automobilistes. Didier Nguessan. Communiquer sur le dispositif de vidéo-verbalisation et sensibiliser les automobilistes tout en assurant la sécurité des données à caractère personnel. Un travail interministériel, la présence des ministres Amadou Koulibaly, en charge de la communication des médias et de la francophonie, et Roger Félix Adam, premier responsable de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, auprès d'Amadou Koné, ministre des Transports. Il s'imprègne des équipements et du process du Centre de gestion intégrée de la mobilité. De la collecte des données sur les routes à la constatation des infractions par la police, en passant par leur traitement, le processus est expliqué aux 3 ministres par l'opérateur technique. Nous avons un bel exemple de digitalisation. Au-delà des lois, je pense que c'est surtout la sécurité des Ivoiriens et le respect des règles, parce que une fois qu'un accident arrive et qu'une personne est décédée, la loi n'existe plus pour cette personne-là en tout cas. Donc bien évidemment la répression est une chose, mais aussi la prévention. Je salue en tout cas l'avènement de la police 2.0. Vous avez des policiers qui, derrière des ordinateurs, agents assermentés, vont verbaliser tous les contrevenants. C'est une innovation à saluer. En tant que ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, il était important que je vienne m'imprégner de toute cette évolution technologique. Nous avons vu un travail extraordinaire qui est fait. La réussite du projet du système de transport intelligent repose en partie sur l'évolution du cadre réglementaire sur lequel travaille le gouvernement. En ce qui concerne la mise en circulation, en ce qui concerne les infractions, les limitations de vitesse, tout ceci est régi par un ensemble de textes qui sont utilisés par le système. Bien évidemment, il y a d'autres textes que nous allons prendre, sur lesquels nous sommes en train de travailler. Mais en attendant, il était important qu'on puisse tester grandeur nature cette opération, cette nouvelle opération, et que les Ivoiriens s'habituent à ce qui est en train d'être fait. Les réformes dans le transport routier concernent aussi l'examen du code de la route. La phase théorique et pratique avec les gendarmes a débuté ce mardi 11 mai. Nous passons au dossier de ce journal. Il porte sur la gestion de la crise énergétique que traverse la Côte d'Ivoire, la faible production de l'électricité causée par le niveau insuffisant des eaux dans les barrages et la panne des machines au niveau de la centrale thermique d'Azito a imposé un rationnement de la distribution de l'électricité, une situation à fort impact sur l'activité économique. Les autorités ivoiriennes s'activent à trouver une solution dans les meilleurs délais. D'autres sources d'énergie telles que les centrales solaires sont explorées pour renforcer la production existante, suivant l'enquête de Jean-Luc Mangbo pour le dossier EcoPlus de la semaine. On regarde. Zone industrielle de Yopougon, une usine quasiment déserte. Adama Koulibaly fait sa tournée quotidienne d'inspection. Depuis environ 2 semaines, ces machines sont à l'arrêt. Cette machine fait la mise en forme et puis après, elle découpe le produit fini qui est empilé de l'autre côté. Directeur technique de cette unité de production de toiture en fibrociment, son activité subit de plein fouet la crise de l'électricité. Depuis une dizaine de jours, on ne produit pas. Parce que les fournisseurs de ciment n'arrivent pas à nous fournir. Ils sont rationnés en électricité. Et si on n'arrive pas à les fournir, nous, on ne peut pas travailler. Donc, le courant n'est pas constant. Et nous, on n'a pas un groupe assez puissant pour nous faire produire. Même si le courant revenait à la normale aujourd'hui, si on ne nous a pas fourni du ciment, ce serait impossible de produire. Une centaine d'employés menacés de licenciement. Le manque à gagner est important. En temps normal, on produit 500 000 m² de toiture par an. Et avec cette situation-là, on est à zéro à la limite. Adama Koulibaly n'a pas encore évalué les pertes financières liées à ces perturbations dans la fourniture de l'électricité. Il est sûr d'une chose, les gains de l'entreprise s'en trouveront fortement affectés. Une difficile période que traverse l'ensemble des entreprises ivoiriennes et à laquelle devront désormais faire face les ménages. La semaine dernière, on n'avait pas besoin d'impacter les ménages
face aux incidents de ces derniers temps, donc, nous devons déployer ce programme donc, sur un principe d'interruption sur des plages pouvant aller jusqu'à 6 heures. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que la Côte d'Ivoire soit confrontée à une telle situation? Les premières explications sont données le 23 avril à Azito. Il y a 2 jours, un incident s'est produit ici. Une grosse machine a connu une panne imprévisible. Et malheureusement, nous avons dû rationner la distribution de l'électricité. Et malheureusement, les populations ont dû subir cela. Le ministre, tout en se félicitant de la réparation de la machine en question, levait un coin de voile sur une autre cause de l'indisponibilité de l'électricité, la baisse du niveau d'eau dans les barrages hydroélectriques du pays. Illustration ici au barrage d'Ayamé 1 dans le sud-est, mais également au barrage de Kossou dans le centre. Le niveau d'eau nous limite en fait. La puissance dont on a besoin pour faire tourner l'alternateur pour avoir la puissance à la sortie, on n'a plus cette puissance-là. Parce que le niveau d'eau ne nous permet pas d'avoir notre puissance mécanique. L'eau joue en effet un rôle très important dans la création de l'énergie. La force des chutes d'eau est transformée en énergie qui est utilisée pour produire de l'électricité. La Côte d'Ivoire compte 7 barrages hydroélectriques dotés d'une capacité de production de 2970 gigawattheures. Ces barrages tournent aujourd'hui bien en deçà de leur capacité. Le niveau d'eau dans les barrages électriques n'a pas encore été refait, n'est pas encore remonté, si bien que la capacité de production électrique par l'hydraulique est réduite en raison donc du niveau d'eau qui est insuffisant. Et par la suite, plusieurs incidents ont eu lieu sur les outils de production et sur les lignes haute tension. Encore une fois, des incidents imprévus. Des barrages en manque d'eau, des centrales thermiques surexploitées à bout de souffle, mais également la pandémie de Covid-19 a retardé plusieurs investissements dans le secteur. Voici les principales causes de la crise de l'électricité en Côte d'Ivoire. C'est un déficit de 200 MW que subit la Côte d'Ivoire aux heures de pointe. Mais pour le gouvernement, il s'agit bien là d'une crise conjoncturelle qui se résout avec des mesures bien ciblées. Nous avons commencé des échanges avec les industriels pour qu'ils prennent le relais et qu'ils produisent en interne de sorte à compenser, à nous aider à gérer ce déficit. Nous avons créé donc une cellule de veille. Les ménages, eux, sont désormais rationnés. Des coupures entre 6h et 12h et entre 12h et 18h. La Côte d'Ivoire, qui exporte plus de 10% de son électricité vers les pays voisins, a réduit également cette exportation de 200 MW à 60 MW. Le retour à la normale est prévu pour juillet, donc la situation devrait progressivement s'améliorer et non pas s'empirer. La capacité hydraulique installée est bien au-delà de ce qu'elle produit aujourd'hui par manque d'eau. Donc ce n'est qu'une situation conjoncturelle que nous traversons qui ne peut pas être baptisée ou appelée délestage parce que on n'est pas dans une situation structurelle de déficit. La livraison de la 4e turbine d'une capacité de 253 MW en construction à la centrale thermique d'Azito à Yopougon devrait régler définitivement les coupures actuelles d'électricité. Des solutions de crise, mais également des investissements pour renforcer le parc de production. Plusieurs projets importants ont été lancés, notamment les barrages de Gribo-Popoli, 112 MW, et Sengrobo-Awati, 44 MW, en cours de réalisation. Le pays pense à diversifier également ses sources de production. Pour le solaire, il y a 4 projets d'énergie solaire qui vont être réalisés sur la période de maintenant à 2023. Et si tout va bien, au cours du mois de juillet ou plus tard, le démarrage des travaux de la première centrale solaire de Côte d'Ivoire, donc à Boundiali, va se faire pour une mise en service en 2022. Et va suivre aussi, donc c'est le chantier de la première centrale solaire donc flottante, donc à Kossou, et qui va aussi se faire. Pour l'heure, tout est mis en œuvre pour réduire le temps d'indisponibilité de l'électricité et le rationnement. Faire en sorte que les 3 mois de difficulté ne viennent pas anéantir les 10 années d'efforts consentis pour réduire la fracture énergétique. Tel est l'objectif des autorités ivoiriennes. Voilà un dossier présentant la situation énergétique de la Côte d'Ivoire, un dossier à revoir sur rti.info.
Hors de chez nous, les habitants d'Israël et des territoires palestiniens ont passé la nuit sous les bombes. Des tirs de roquettes depuis la bande de Gaza vers Israël et des raids israéliens sur l'enclave palestinienne ont eu lieu dans la nuit du mardi à ce mercredi. Au moins 35 personnes, dont 12 enfants, ont été tués. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit à huis clos en urgence pour la deuxième fois en 3 jours. La première réunion, qui était lundi, s'était soldée sans aucune déclaration commune en raison des réticences des États-Unis à adopter un texte à ce stade de la situation. Revenons à ce qui fait l'actualité en Côte d'Ivoire. La communauté musulmane célèbre ce 12 mai la fin du jeûne du Ramadan. L'Aïd el-Fitr a été marqué dans la matinée par la grande prière dite dans les mosquées. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a lui pris part à la traditionnelle prière à la grande mosquée de la Riviera Golfe, comme tous les musulmans de Côte d'Ivoire dans toutes les contrées. Le président du COSIM a à cette occasion invité ses coreligionnaires à préserver les acquis de la période de recueillement et à prier pour la Côte d'Ivoire. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci d'avoir suivi. Nous vous souhaitons Eid Moubarak Saïd à tous les musulmans de Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Je vous retrouve à 23h. Bon après-midi sur RTI 1.